Alors le sol, en fait, certains disent que c'est l'épiderme de la Terre, donc c'est vraiment la couche superficielle de l'écorce terrestre qui a des épaisseurs très très variables. Dans certains contextes, le sol peut être inexistant, voire faire quelques centimètres, jusqu'à, dans des contextes notamment tropicaux, des sols très très épais. Mais dans nos régions tempérées, le sol, c'est à peu près 1 à 2 mètres d'épaisseur environ. Donc c'est relativement faible, une épaisseur relativement faible, mais ça représente quand même une masse relativement importante. Si on prend juste les 30 premiers centimètres d'épaisseur, sur 1 hectare, ça représente environ 4000 tonnes de terre sur 1 hectare. Donc forcément, quand on veut faire évoluer par exemple le pH, 4000 tonnes de terre sur 30 cm, ça fait des quantités importantes à faire bouger. Alors, il y a des définitions du sol qui existent. Donc là, moi, j'ai choisi de vous présenter celle tirée d'une norme ISO. Donc c'est la couche supérieure de la croûte terrestre, transformée par les processus climatiques, physico-chimiques et biologiques. Donc là, c'est plutôt les facteurs de formation des sols. Et ensuite, de quoi est composé le sol? On a des particules minérales, de la matière organique, de l'eau, de l'air, et puis, très important, des organismes vivants. Et tout ça, ces sols, en fait, sont organisés en horizons, donc en couches horizontales, en horizon de sol. Alors, génétique, ça veut dire que ces horizons, ils ont des liens les uns avec les autres. Mais ce n'est pas juste un empilement de matériaux, il y a une relation entre les différents horizons. Alors, il y a de plus en plus de vidéos, de supports qui existent sur les sols. Donc là, je pense que le diaporama vous sera mis à disposition. Donc, je vous ai mis juste un que moi je trouve pas mal, qui montre un peu les enjeux du sol en lien avec le climat. On n'a pas le temps là de regarder ça ensemble, mais voilà, ça pose bien un petit peu les enjeux autour des sols et le climat. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail un sol, donc voilà typiquement des horizons, des couches horizontales telles que définies auparavant, donc avec un horizon souvent en surface beaucoup plus riche en matière organique, c'est ce qu'on appelle communément la terre végétale. Ensuite, tout en dessous, on a un horizon qui dérive de la roche-mère, donc ici c'était un schiste. Et puis entre ces deux horizons se développe fréquemment un horizon de couleur ocre qui ne ressemble plus au matériau parental et qui ne ressemble pas non plus à ce qui se passe en surface. Donc ça, cet horizon intermédiaire, il va être très important. Il y a une quantité d'eau, d'organismes vivants, les racines qui peuvent coloniser cet horizon-là, mais c'est souvent cette partie sous l'horizon travaillé qu'on connaît moins parce qu'il est moins accessible en fait, on le voit moins. Mais voilà, alors retenez qu'un sol en fait c'est un milieu complexe, c'est pas juste un empilement de particules minérales et organiques. Il est organisé, structuré et il est poreux. En fait, la moitié du volume du sol, donc ça c'est des références plutôt sous un sol de prairie, mais c'est la moitié de vide en fait. Donc dans le sol en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vides sont aussi importants que les pleins. Les pleins, ça va être toutes les particules solides. Et les vides, c'est là que vont circuler l'air, l'eau, les organismes vivants. Donc un milieu poreux, un milieu qui contient des éléments minéraux. Alors le plus souvent, comme dans ce cas ici, il dérive de la roche-mère qui est en dessous et qui s'altère. Mais dans certains cas, il peut y avoir des processus pédologiques qui forment de nouveaux composés minéraux. On les appelle néoformés. Mais quand même majoritairement ils sont hérités de la roche-mère. Et puis des éléments organiques. Donc en fait, notamment de la matière organique. Et vous voyez que, on en reparlera un peu plus tard, mais que le sol est un compartiment de stockage très important du carbone. L'ordre de grandeur, c'est de 8 à 20 kg de carbone par mètre carré. Et dans certains sols, jusqu'à 80 kg de carbone par mètre carré. Et puis des organismes vivants. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu, là, c'est un article assez récent, qui est en libre accès, il me semble, de 2023, où la diversité biologique, en fait, qui est extraordinaire, est encore méconnue. Dans la plupart des micro-organismes du sol, on n'arrive pas
cultiver, à les élever en laboratoire. Donc ça reste une part de mystère sur ces organismes qui peuplent le sol. Mais en tout cas, retenez qu'ils ont des formes, ça peut être des animaux, ça peut être des bactéries, des algues, des virus, des vers de terre, etc. Enfin, de tailles très très différentes, et ils ont chacun leur rôle. Et donc là, en fait, ce petit schéma-là montre en fait la part des espèces vivantes dans le sol. Alors tout ce qui est marron ici, qui représente plus de 50%, c'est la part des espèces qui, à un moment donné de leur cycle de vie, en fait, passent par le sol. Donc au niveau mondial, vous voyez que c'est plus de la moitié des espèces qui dépendent directement du sol pour leur cycle de vie. Pour les amphitrhéides, c'est quasiment la totalité des espèces. Les champignons également, les plantes bien sûr, les oligochètes, dont font partie notamment les vers de terre, mais plein d'autres sortes de vers, les bactéries. Donc tous ces organismes-là, plus de la moitié, dépendent directement du sol. Puis après, on a les nématodes, les protistes, etc., jusqu'aux mammifères. Donc, tous les groupes biologiques sont concernés et dépendent du sol. Et donc le sol, c'est aussi un capital qui est irremplaçable, parce qu'en fait, vous voyez, le sol, alors, il se situe ici, c'est la pédosphère, donc pédo pour le sol, qui est vraiment à la rencontre d'autres compartiments que sont l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère, la lithosphère. Donc ils occupent vraiment une position centrale. Et puis en plus, ces sols, ils mettent un certain temps à se former, un certain temps parce que ça dépend beaucoup des processus de formation du sol et notamment de la roche-mère, du climat, etc. Mais l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est que la formation, c'est 1 mm à 1 cm à peu près par siècle. Donc à l'échelle des temps géologiques, c'est assez rapide, mais par contre, à l'échelle d'une vie humaine, vous voyez que c'est très, très long. Et c'est pour ça qu'on considère que le sol, c'est une ressource non renouvelable, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine. Et ils sont fragiles. Et donc ces sols, en fait, ils fournissent un certain nombre de services. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas forcément le temps ici, mais il y a des services d'approvisionnement. Donc, c'est les services les plus connus et qui viennent de manière la plus évidente quand on parle du sol. C'est tout ce qui est production de biomasse, donc bien sûr pour se nourrir, mais aussi de matières premières, pour l'énergie, pour la construction, etc. Des services de régulation et d'auto-entretien. Donc, voilà, ce sol étant à l'interface entre l'eau, l'air, il y a des rôles de stockage, de filtration et de transformation des éléments dans le sol. Donc c'est des services de régulation et d'auto-entretien. Et puis il y a tous les services un peu plus culturels ou spirituels associés au sol, en termes de paysage. Les sols sont vraiment le support des paysages. Protection des vestiges archéologiques, tout ce qui est spiritualité associée au sol. Et c'est aussi le support de nos activités. Voilà, donc des rôles vraiment essentiels que eux seuls peuvent remplir, mais également des dégradations. Alors, j'ai emprunté ce schéma à des collègues belges, et en fait, j'ai regroupé les dégradations physiques en bleu, d'ordre chimique en rouge et d'ordre biologique en vert. Donc, vous voyez, il y a des dégradations d'ordre physique, de tassement, d'imperméabilisation, d'érosion, glissement de terrain et les inondations qui vont avec. Des contaminations qui peuvent être locales, liées souvent aux activités humaines, voire beaucoup plus diffuses. Des questions de déséquilibre chimique dans les sols, déséquilibre nutritif, mais aussi acidification, et puis dans certaines régions, salinisation, sodisation. Et puis diminution de perte de matière organique, érosion de la biodiversité. Alors bien sûr, tous les sols ne sont pas affectés par toutes ces menaces, mais voilà, ça dresse quand même un peu un panorama de ce qui peut menacer les sols. Donc ces dégradations, en fait, elles affectent une grande partie du monde. Vous voyez que les sols, donc cette référence commence à dater un petit peu, mais parce que je pense que ces sols-là, en fait, qui sont notés en vert, donc des terrains soi-disant stables, je
je pense que le changement climatique affecte de plus en plus ces sols-là aussi. Et vous voyez que les dégradations qui affectent les sols sont l'érosion par l'eau, l'érosion par le vent, détérioration chimique, notamment dans les zones tropicales, Brésil, Afrique, mais aussi des problèmes de salinisation dans les pays du Nord, avec des dégradations qui peuvent être sévères. Mais voilà, mais ça concerne du coup 33% des sols mondiaux qui sont modérément ou sévèrement dégradés. Et ces dégradations, parfois, quand c'est des questions chimiques, il y a une certaine réversibilité, mais quand on est sur d'imperméabilisation, d'érosion, on parle beaucoup moins de réversibilité. Alors, donc ces sols, en fait, ils sont sensibles, essentiels, sensibles, et en fait, ils varient dans l'espace. Donc, on n'a pas du tout les mêmes types de sols selon les latitudes. C'est le premier facteur de variation des sols, c'est le climat. Selon les latitudes, en fait, on voit qu'il y a une organisation au niveau mondial. Ensuite, il y a une organisation des sols au niveau européen, national, régional. À l'échelle du 5 millième, donc pratiquement à l'échelle parcellaire, on a aussi une variabilité des sols. Et puis jusqu'à l'échelle des versants, on peut avoir en quelques centaines de mètres des types de sols très différents. Donc du coup, c'est un type de sol à difficulté. Chaque type de sol va avoir ses atouts, ses contraintes, ses potentialités, ses limites. Donc voilà, ça concerne en fait toutes les échelles. Et donc on a besoin d'informations sur les sols à ces différentes échelles pour pouvoir planifier, programmer les actions. Voilà, là c'est juste pour vous montrer une diversité un peu c'est que des sols qu'on trouve en Bretagne, donc que j'ai eu l'occasion de visiter quand on a fait la carte des sols de la région. Voilà. Je pense que la photo parle d'elle-même, une diversité très très importante, et selon l'épaisseur du sol qui peut être très faible ou au contraire très importante, selon la présence d'eau qui va marquer le sol dans sa couleur, ou même donner des sols tourbeux, on va pas pouvoir faire les mêmes choses et avoir les mêmes contraintes sur ces différents types de sols. Voilà, donc ça on l'a déjà dit, des services essentiels, non renouvelables, ils subissent des dégradations et ils sont porteurs d'enjeux, notamment nourrir la planète, réguler les flux et la qualité de l'eau et stocker du carbone. Juste pour vous illustrer ça, là c'est des sols qui sont productifs, c'est la proportion de surface cultivée dans le monde. Donc vous voyez que finalement c'est assez faible et c'est que 12% et que 60 fois la SAU de la France qui est cultivée dans le monde. On va dire que c'est une ressource quand même limitée. Partout ailleurs, là où c'est tout blanc, en fait, c'est qu'il y a des contraintes de pente, de climat, des contraintes liées à la chimie du sol, qui font que les sols ne sont pas cultivables. Et en plus, donc, voilà, la population augmentant, la surface par personne diminue, disponible, et en même temps, on observe plutôt une tendance à la stagnation des rendements en blé, donc il y a vraiment un sujet, nourrir la planète. Et ça, donc c'est un peu une carte complémentaire qui vous montre plus c'est rouge en fait, moins c'est rouge, plutôt on va dire, plus c'est bleu, plus les surfaces produites, cultivées, sont cultivées, non pas pour de l'alimentation humaine, mais pour de l'alimentation animale. Voilà, donc par rapport au stockage de carbone, donc il y a vraiment un enjeu fort. Donc ça, c'est une carte mondiale. Vous voyez que maintenant, depuis quelques années, on produit ce genre de carte à l'échelle du monde, où on voit les zones plus foncées, qui sont les zones de stockage très importantes du carbone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone, les sols sont hyper importants parce qu'en fait, ils stockent plus de carbone que la végétation et l'atmosphère réunies. Après les océans, c'est le deuxième compartiment de stockage de carbone dans le monde. Et puis que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un potentiel de stockage additionnel dans les sols. Alors, pas forcément en Bretagne, je spoil un peu parce que nous, on a déjà des sols très riches en matière organique. Mais à l'échelle mondiale, c'est significatif. Mais en même temps, il y a avec le changement climatique, tous ces sols ici dans les régions du Nord qui étaient gelés en permanence, qui ne le sont plus ou beaucoup moins, et puis qui relarguent en fait leur carbone se minéralise. Donc voilà, c'est un équilibre
les sols peuvent être source et puits de carbone en même temps. Voilà, puis à l'échelle française, il y a aussi des cartes des stocks de carbone qui existent. Je passe très vite, il y a des initiatives pour aider au stockage de carbone. Vous avez sans doute entendu parler du 4 pour 1000, voilà, qui était plutôt une initiative politique et qui a permis de mettre en œuvre aussi des programmes scientifiques et de connaissance des sols, afin de favoriser les bonnes pratiques. Donc, pareil, un petit lien vidéo que je n'ai pas le temps de détailler ici. Alors, par rapport à l'eau, le sol, en fait, il est très important dès le départ, quand la pluie arrive sur le sol, parce qu'en fait, c'est lui qui conditionne est-ce que ma pluie va ruisseler ou est-ce qu'elle va s'infiltrer. Dans des sols, en fait, avec une croûte de latence comme ici, par exemple, on voit bien que l'eau, quand elle va arriver sur le sol, va avoir du mal à s'infiltrer. Et à ce moment-là, on va plutôt être dans ce cas-là de sol tassé, où la majorité de l'eau va plutôt avoir tendance à ruisseler. Alors que quand on a un sol plutôt avec une structure plus favorable, la majorité de l'eau va s'infiltrer. Donc c'est un peu comme pour le carbone, hein, le stock d'eau dans le sol, c'est très important, ça peut être de 40 à 600 litres d'eau par mètre carré, ce qui représente, le chiffre, la fourchette est très large, mais une très grande partie de la pluviométrie annuelle qui peut se stocker dans le sol. Et en fait, il y a plus d'eau dans les sols que dans les rivières et les lacs. Et en fait, cette eau-là, qui passe par le sol, on l'appelle l'eau verte. Donc l'eau verte, à l'échelle mondiale, c'est 65%, les 2 tiers de l'eau qui transite par le sol et qui est évaporée ensuite par les forêts, les prairies, les zones humides et les zones de culture. L'eau bleue, donc celle qui va directement au cours d'eau ou dans les lacs, représente 35% à peu près du flux. Vous voyez encore une fois l'importance du sol. Voilà, donc le sol est également essentiel pour réguler la qualité de l'eau. Avant, on a parlé de quantité, par des processus de filtration, d'épuration. C'est à peu près 50% des déchets organiques qui sont recyclés sur les sols, qui ont le pouvoir de retenir, grâce à leurs particules solides, de retenir les polluants potentiels tels que le phosphore, les éléments traces, les pesticides. Et ensuite, c'est les micro-organismes qui se mettent au boulot et qui peuvent transformer ces éléments, voire les biodégrader pour protéger ensuite l'eau. Mais bien sûr, ça, c'est pas un mécanisme qu'on peut activer à l'infini. Ces mécanismes peuvent aussi conduire à la pollution du sol, de l'eau et de l'air. On ne peut pas compter que sur ces mécanismes-là. Pour épurer, il faut aussi limiter les quantités apportées. Voilà, donc en conclusion sur cette première partie assez générale, c'est la prise de conscience qui est relativement récente de l'importance des sols. C'est un milieu qui est très variable, donc assez difficile à étudier, et du coup aussi encore peu, voire mal connu. Et à la différence de l'eau et de l'air, l'eau on l'ingurgite, l'air on respire, le sol on ne mange pas encore, donc il n'est pas perçu directement comme aussi indispensable que l'eau et l'air. Et du coup, c'est en train d'évoluer, mais on a encore du mal à l'inscrire à l'agenda politique, mais ça évolue. Donc voilà, il faut poursuivre et amplifier l'acquisition de connaissances, et puis aussi travailler, œuvrer à mettre à disposition ces connaissances aux acteurs du territoire. Donc la journée d'aujourd'hui en est un bel exemple. Voilà, sur cette première partie qui pose un petit peu les bases du sol. Alors oui, en 2015, il y a eu l'année internationale des sols, et à cette occasion, la FAO a produit tout un ensemble d'infographies qui sont très bien faites, que je n'ai pas le temps de vous présenter là, mais avec beaucoup de choses en français, donc n'hésitez pas à rechercher, notamment sur le site de la FAO, si vous avez besoin d'illustrations, de mieux comprendre les choses.